L'enregistrement démarre, c'est bon. On y va? Oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire, qui va traiter aujourd'hui de la transformation des PME par l'innovation et de l'amélioration et transformation des filières, donc qui sont des guichets régionaux qui vont vous être présentés et précisés par les personnes ici présentes de la région. Donc, Madame Élodie Conan et Monsieur Camille De l'État. Chen. Élodie, c'est Pardon, l'État et nous, c'est la région. Pardon, excusez-moi, Élodie étant l'État et la région. Et il y a aussi Madame Mélanie Descamps qui est probablement connectée quelque part, mais qui semble toujours avoir quelques petits soucis, si je ne dis pas de bêtises. Je la vois dans la liste des animateurs, mais je ne la vois pas sur la caméra. Donc, entendu que nous allons donc organiser ce webinaire d'abord par une introduction par l'État, la région de ces guichets, et je prendrai la parole 5 minutes en fin de séance pour vous parler de l'accompagnement que Minalogic, donc le pôle de compétitivité du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pourra vous proposer. Donc, quel accompagnement nous pouvons vous proposer, ainsi que les labels associés à ces appels à projets. Donc, je donne la main aux À Élodie personnes pour ici en place, commencer. donc à Elodie qui va commencer. J'espère que tout le monde entend bien dans l'assistance. Voilà. C'est à vous, Elodie. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter conjointement avec Camille Chen et Mélanie Descamps de la région le dispositif France 2030, mais dans son volet régionalisé. Alors, du coup, pour que ce soit bien clair pour tous, comme vous pouvez le voir sur ce petit diapo d'introduction, il y a donc deux financeurs, je reviendrai dessus. Donc, c'est l'État au travers de la compétence de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce dispositif dispose de deux financeurs, mais il est également traité par BPI France et la Banque publique des territoires en tant que coopérateurs. Donc, ce sont BPI et la Banque publique des territoires qui sont les interlocuteurs directs des entreprises, mais en tant que financeurs, État comme région, nous souhaitions vous présenter ce dispositif aujourd'hui. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Alors, donc en introduction, dans France 2030 régionalisé, il y a France 2030. Donc, vous avez sans doute entendu parler de ce plan d'investissement massif qui a été lancé par l'État en octobre 2021. Donc, c'est la suite des différents PIA. Il y a un budget de 54 milliards d'euros déployé sur 5 ans pour soutenir l'innovation et la compétitivité industrielle sur un certain nombre de technologies d'avenir. Ça se présente sous la forme d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir accéder au financement. Donc le dispositif France 2030 régionalisé, c'est en quelque sorte le petit frère ou la petite sœur du France 2030 national. Il vise du coup des projets aussi importants en termes d'innovation qui vont être vraiment les motivations au travers de ces projets, mais sur une dimension un peu plus petite que ceux qu'on va avoir sur France 2030 national. Il y a un point sur lequel je souhaite vraiment insister et on reviendra dessus, c'est que, comme je vous l'ai dit déjà, c'est un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt, ce n'est pas un guichet. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de concours et que de fait, ce sont les meilleurs projets qui sont soutenus. Donc si vous êtes amené à déposer des projets, le projet n'est pas soutenu, ça ne veut pas dire que le projet n'a pas d'intérêt, mais ça veut dire que y avait d'autres projets qui étaient peut-être un petit peu meilleurs que le vôtre. Mais heureusement, il y a quand même un certain nombre de projets et un nombre assez conséquent de soutenus. Alors, donc rapidement sur ce petit frère, petite sœur de France 2030 national au travers de ce volet régional, vous dire qu'il y a une enveloppe nationale de 500 millions d'euros de l'État répartie sur l'ensemble des régions en fonction du PIB de chaque région. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, vous avez deux financeurs face à vous, qui sont l'État et la région pour ce volet France 2030 régionalisé. Chacun met sur la table 60 millions d'euros, soit un budget total de 120 millions d'euros à l'échelle régionale.
Ça s'est fait dans le cadre de conventions adoptées par le Conseil régional en décembre 2021 et en février 2022. Et du coup, cet appel à projet, pardon, est ouvert depuis juin 2022 pour 4 ans jusqu'en décembre 2025. Donc, je vous ai déjà parlé des opérateurs, BPI France et Banque des Territoires. BPI France intervient sur 3 des 4 volets que je vais vous décrire par la suite, et Banque des Territoires sur le volet plutôt formation. Donc, pour 1 euro de l'État, la région met 1 euro aussi de son budget. Bien sûr, du coup, qui dit 1 euro de chacun veut dire aussi codécision. Les décisions sont prises de manière conjointe, État et région. Alors, comme je vous l'ai introduit, vous avez 4 axes d'intervention au travers de ce dispositif. L'axe 1, c'est transformation des PME par l'innovation, qui est doté de 32 millions d'euros. Donc là, on est sur des dépôts de projets individuels d'innovation qui doivent être ambitieux et qui sont portés par soit des PME, soit des ETI. Donc, il y a vraiment une dimension innovation et transformation des entreprises par l'innovation dans ce premier volet. L'axe 2 concerne les projets collaboratifs de R&D, le IDEMO régionalisé. Donc, ça correspond c'est un peu les mêmes dispositifs que les anciens PIA. Ils sont portés par un consortium avec au moins 2 entreprises, dont une PME ou une ETI et un laboratoire. Donc là, on est sur des projets avec un peu plus d'intensité de R&D. Ce dispositif est doté de 56 millions d'euros. Sur l'axe 3, vous avez l'amélioration et la transformation de filières qui est dotée de 21 millions d'euros. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en place des moyens de production ou des infrastructures partagées avec un effet d'entraînement sur un ensemble d'entreprises et des entreprises appartenant à une filière stratégique régionale. Ensuite, il y a enfin le projet de formation professionnelle qui, lui, s'appuie sur l'engagement conjoint et durable des entreprises et des acteurs de la formation et de l'accompagnement. Ce volet-là est doté d'un budget de 11 millions d'euros. Toujours cofinancé État, région, codécision, État, région. Donc de nouveau, pour que ce soit bien clair pour vous, donc vous avez 2 financeurs, donc l'État que je représente aujourd'hui, j'appartiens d'ailleurs à la DRETS, donc vous entendrez parler de la DRETS, et puis la région au travers des services régionaux que représentent Camille et Mélanie aujourd'hui. Concrètement, le projet est déposé. Il y a un certain nombre de relèves au fil de l'eau dans l'année. Cela donne lieu à un COPIL qui est commun à l'ensemble des volets et un certain nombre de comités techniques de préparation où la décision est prise conjointement entre l'État et la région. Vos interlocuteurs au moment du dossier, de l'élaboration de la convention, du montage du projet, sont BPI France et Banque des Territoires, les 2 opérateurs de l'ensemble de ces dispositifs. Je prends la main pour la suite. Bonjour, on m'entend, c'est bon? Ouais, OK. Donc moi, je suis à la direction de l'économie et ce programme-là, ces appels à projets, ils sont à cheval entre plusieurs directions. À la région, donc il y a la direction de l'économie, la direction de l'enseignement supérieur à laquelle appartient Mélanie Descamps, et puis il y a la direction formation sur le 4e axe dont vous a parlé Elodie vite fait. Nous, on va faire un focus sur les deux axes transformation des PME et filières, donc des propos génériques, introductifs. Qu'est-ce qu'on attend des projets? Alors évidemment, des projets innovants pour l'entreprise quand vous êtes dans un projet individuel, et des projets innovants qui vont apporter quelque chose, une plus-value à la filière lorsqu'on va parler de projets de transformation et amélioration de filière. Alors évidemment, ces projets-là, il faut qu'il y ait un modèle économique, hein. On finance pas de l'innovation juste pour faire de l'innovation. Il faut que derrière, il y ait un marché, il y ait un produit à vendre, de la valeur à créer sur le territoire régional. Et puis sur les projets filières, il faut qu'il y ait une indépendance vis-à-vis des fonds publics. L'image, c'est une plateforme technologique qui est un très bon projet de filière. C'est des plateformes qui, in fine, doivent avoir un modèle économique pérenne à 3-5 ans. Il faut que les entreprises qui portent les projets, soit individuelles, soit de filière, aient une capacité financière à suivre le projet, et les projets qu'elles ont déjà aussi en magasin et qu'elles sont en train de suivre. Il faut un impact fort sur le territoire en termes d'emploi, en termes de compétences, en termes de propriété intellectuelle, s'il y a lieu d'y avoir de la propriété intellectuelle. Et voilà, c'est le dernier point.
s'il y a lieu d'avoir une propriété intellectuelle, il faut que celle-ci soit bien définie. Donc après globalement, c'est un projet innovant, hein, donc il faut que vous nous disiez, pourquoi il est innovant, quelle est la plus-value sur le marché, quel nouveau marché je vais aller, conquérir, en me transformant, qu'est-ce que je vais y apporter et cetera, quel va être mon impact sur le territoire régional. Tous ces projets sont éligibles, aux dépenses, du régime, recherche, développement, innovation qui a été modifié au 31/12 dernier. Donc il s'appelle maintenant le SA 111 723. Donc c'est des frais classiques, hein, sur un projet de R&D. Donc des frais de personnel de temps imparti à la R&D, hein, c'est pas des frais marketing, commerciaux, ou de DG, c'est vraiment des frais de personnel qui vont aller, travailler sur le projet. Des coûts d'instruments, donc soit de l'achat, s'il est utilisé lors du projet, soit de l'amortissement s'il y a continuité après le projet d'utiliser des machines et puis des coûts de recherche contractuels avec de la sous-traitance, des prestations de conseil ou de services, prestations de propriété intellectuelle par exemple et des consommables. C'est une annexe financière classique de tous les projets de R&D. C'est le cas dans le dispositif IDEMO, c'était le cas dans le FUI, dans le PIA, et on est sur les mêmes dépenses sur ces projets-là. Sur l'ingénierie de formation, donc c'est un axe qui nous intéresse moi aujourd'hui, c'est sur des actions d'ingénierie de conception et d'amorçage de ces projets-là. Hop, pardon. Donc les appels à projets, vite fait, Elodie vous en a touché 2 mots. Sur les 3 axes transformation, filière et formation, on est sur, un relevé trimestriel. Donc on vient de faire un relevé, au 30 mars et ce vendredi, on finalise définitivement les propositions de financement du relevé de décembre. Donc on met, globalement, 3 à 4 mois à vous apporter une réponse, concrète et ferme sur un projet qui a été déposé et dont on acte le financement ou le refus. On a aujourd'hui un taux de succès sur le volet innovation qui est inférieur à 50. On était à plus de 50. C'est un guichet qui est monté en puissance sur les 3 derniers relevés. Aujourd'hui, on est plus autour de 40 de réussite et si ça se confirme, on va continuer à descendre parce qu'évidemment, c'est un appel à projet et c'est un concours. On a un budget limité par relevé et donc plus il y a de projets, moins il y a de taux de réussite. Donc je fais, un petit focus sur le premier axe, transformation des PME par l'innovation. Les projets individuels de PME et d'ETI du territoire. On va financer 2 types de projets. Des projets en faisabilité, donc qui vont être très en amont du marché. Symboliquement, ça va être du pré-proto, on va dire. Après, l'innovation est abordée, de manière, globale, hein. Donc on parle d'innovation techno, de design, innovation, d'usage. Tous les types d'innovation peuvent être pris en considération. Néanmoins, de la faisabilité, quand on est très en amont du marché, on va être financé en subvention pour des projets de 150 à 1 million d'euros d'assiettes et pour un financement à 50 qui va être de 75 à 500 000 euros, pardon, versé en plusieurs tranches par notre opérateur, BPI France, qui gère les fonds de l'État et de la région. Et puis une deuxième catégorie de projets où on va être la plus proche du marché avec des derniers verrous à lever avant d'aller vraiment vers une industrialisation. C'est, du développement pré-industriel et on va être en avance récupérable. Pareil sur les mêmes montants, et mêmes assiettes, à savoir qu'un projet, heu, peut avoir 2 aides, sur, un même financement. C'est-à-dire qu'on peut attribuer de la subvention et de l'avance remboursable sur un même projet. Par contre, évidemment, on ne double pas le financement, on reste toujours dans les mêmes assiettes, 150, 1 million de dépenses et 75 à 500 000 d'aides. Et sur ces projets-là, vous pouvez avoir une labellisation possible pour par un pôle et cluster de la région. C'est pas obligatoire. On l'a pas rendu obligatoire dans les appels à projets. Petit retour d'expérience du PIA 3, on avait, globalement, 50 de réussite au guichet sur, 4 ans d'exercice et dès qu'on avait un label, on passait à plus de 70 de réussite. Donc sachant qu'il y avait moins de 30 des projets qui étaient labellisés par un pôle. Donc ça apporte pour nous une plus-value et une expertise et ça donne des chances au projet d'être sélectionné. Une petite vision sur, le processus de sélection. Donc, vous déposez sur la plateforme, là je pars de l'étape de gauche. On procède dans une première éligibilité et une présélection sur des caractères, très basiques, d'innovation et de solidité financière. Ensuite, on notifie déjà une première partie des refus, donc ça va assez vite. On va dire que dans les 1 mois et demi où vous avez déjà des projets qui sont, proposés en refus.
On présélectionne des projets qu'on fait passer en audition avec les services de l'État, de la région et de BPI-France. Donc tous les projets sont auditionnés au cours d'une visio d'une petite heure avec, présentation, rapide et puis questions. À l'issue de ces auditions, seront également notifiés des projets qui pourront être refusés. Ensuite, on rentre dans une instruction approfondie. On va fouiller le dossier de A à Z et là, c'est le plus gros temps d'instruction. En général, c'est de 4, 5, 6 semaines et puis pour finir, on propose des financements ou des refus, à un COPIL, régional, donc comité de pilotage régional, où il y a nos représentants, de l'État, donc secrétariat général aux affaires régionales, SGAR, et puis le directeur général adjoint de la région. Et ensuite, les projets qui sont sélectionnés sont notifiés par courrier également, où on marque le montant de l'aide attribuée par un courrier co-signé préfète et président de région. Et puis BPI France, notre opérateur, met en place et contractualise avec les entreprises qui ont déposé les dossiers. Jusqu'à maintenant, bah voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 relevés. Le 6e va être validé vendredi, mais les 5 premiers, voilà ce que ça donne. On est globalement, on essaye de rester autour de 2 millions en financement pour avoir un atterrissage à fin 2025 sur une consommation des 32 millions. Les budgets pourront être révisés pour des transferts, mais c'est pas aujourd'hui encore la question. Et donc, bah voilà, vous voyez, on a eu 104 projets déposés, on en a retenu 45 à ce jour. Et puis, on a un total de subventions et d'avances récupérables qui est supérieur à 45 parce qu'il y a une dizaine de projets qui ont eu des financements à la fois en subvention et en avance récupérable. Donc, on est aujourd'hui à une programmation un peu plus de 10 millions d'euros sur ce programme depuis le début. Une petite répartition géographique qui fixe un peu bah, l'état des dépôts. Donc on a vraiment un axe aujourd'hui qui représente quasiment 60% de l'activité sur ce guichet, qui est l'axe Rhône-Isère, Lyon-Grenoble, on va dire. On voit bien hein, sur les projets déposés en bleu et les projets jaunes qui ont été retenus jusqu'au relevé du 30 septembre dernier. On a clairement un axe d'activité Rhône-Isère. Et puis, on a quand même quelques bons projets sur le Puy-de-Dôme et sur la Savoie qui émergent. Et on a réussi à aller chercher également des dossiers dans des départements qui étaient plutôt orphelins sur les thématiques d'innovation, donc le Cantal et l'Allier. Et on continue à essayer d'aller pousser des projets sur ces départements-là pour essayer d'aller y mettre des financements. Ensuite, alors qu'est-ce qui fait que, votre projet est refusé? Alors évidemment, s'il est accepté, c'est qu'il est très bien, il est parfait et qu'il faut qu'on le finance. Néanmoins, les principaux motifs de refus, pour nous, déjà, c'est l'inéligibilité. Alors ça, je dirais que c'est un peu ballot. C'est-à-dire que vous n'avez pas les fonds propres disponibles et puis vous déposez quand même, donc vous perdez du temps à confectionner un dossier que nous, on regardera même pas parce qu'il n'est pas éligible et donc voilà, c'est dommage. Donc déjà, il faut bien consulter le cahier des charges pour s'assurer que votre dossier au dépôt soit éligible. Les dossiers sont parfois on a des dossiers qui sont d'une qualité globale assez faible ou même sur lesquels il manque des documents. Donc là, c'est pareil pour nous, ça passe à la trappe dès la présélection. Des motifs de refus sur l'incapacité ou la fragilité financière, c'est un élément très important pour nous. Au-delà de l'aspect strictement innovant et transformant, il faut vraiment que l'entreprise ait la capacité à mener son projet. C'est-à-dire que le financement public est un plus. Le financement public va lui permettre d'avoir un accès marché plus rapide, va lui permettre de mener à bien son projet de manière plus rapide et plus compétitive par rapport aux autres. Mais par contre, l'entreprise seule doit pouvoir mener ce projet. C'est un critère très important. Ensuite, vous avez bah, des manques d'innovation, des projets qui sont finalement très peu transformants, ou alors on améliore juste un produit déjà existant, donc très peu d'innovation, une absence de ressources en interne parfois sur des ressources humaines. Il peut y avoir une incohérence entre vos disponibilités de ressources humaines et des projets qui sont trop importants en termes de dépenses. Une absence d'incitativité de l'aide, c'est-à-dire que là aussi c'est un critère pour nous qui est assez un critère de jugement et de sélection important. Concrètement, une entreprise aujourd'hui qui a 20, 30, 40 millions de fonds propres, on va pas aller lui octroyer une aide à 200 000 euros, à moins que le projet soit vraiment fantastique.
Pourquoi? Parce qu'elle en a pas besoin. Elle en a pas besoin et par contre, une petite PME de 10 personnes qui est très juste et qui arrive, à peine à lever des fonds et faire quelques emprunts, elle va avoir besoin de ce soutien de financement public et on va privilégier l'orientation de nos financements sur ces PME qui ont besoin d'aide et ou sur lesquelles l'aide est incitative. Ensuite, on regarde également les autres aides publiques qui sont obtenues. Et comme je le disais en début d'intervention, il faut que le modèle soit pérenne à 2, 3, 4, 5 ans. Donc il ne faut pas que de manière récurrente et tout le temps, il y ait recours aux aides publiques. Je reviens pas sur le modèle économique qui doit être viable. Le marché doit être prouvé, il doit y avoir une étude de l'état de l'art et qu'est-ce que vous allez apporter de plus sur le marché et le marché que vous allez pénétrer. Ça nous est arrivé d'avoir des projets qui étaient déjà financés et qui venaient, quand même faire une demande. Donc là, forcément, ensuite, on rentre dans un cumul d'aides publiques qui est interdit pour nous. Et puis, il peut aussi arriver également d'avoir des projets, qui sont, surdimensionnés, c'est-à-dire, vraiment très ambitieux, voire trop et qui perdent en crédibilité. Et puis, ça va avec le manque d'innovation. Des projets qui sont vraiment sur de la stricte intégration ou qui sont beaucoup orientés investissement, c'est pas le but de l'appel à projet. Ici, on est vraiment sur de l'innovation. Et puis, juste un exemple sur un projet qu'on a retenu. Alors j'ai pas voulu faire une liste, à la Prévert là, on a d'autres exemples, hein, sur la thématique minalogique, mais néanmoins un projet qui est intéressant et à qui on vient d'octroyer un financement là sur la relève de juin 2023. Donc c'est le projet de l'entreprise Reactive IP. D'ailleurs, j'ai oublié le financement, on l'a pas marqué. Bon, c'est pas très grave. Un projet, pour tester la faisabilité de l'utilisation de l'IA pour quantifier automatiquement des informations présentes dans les images scientifiques. On a énormément, comme vous vous en doutez, depuis quelque temps, des projets qui parlent d'IA et qui incluent de l'IA dans des process, dans des produits. Donc, ça commence à prendre une part assez importante des appels à projets, et notamment celui-là. Ensuite, Mélanie n'arrivant toujours pas Oui. si? Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Ah, c'est bon? Eh ben alors Super. eh ben Je suis alors tu désolée, vous ne peux me voyez pas, mais vous m'entendez, donc je vais pouvoir vas-y. poursuivre. Merci Camille. Donc sur l'axe amélioration et transformation des filières, il s'agit de financer des projets qui apportent un caractère réellement structurant à une filière régionale et qui bénéficient prioritairement aux entreprises issues de la filière considérée, TPE, PME et ETI. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un porteur unique qui peut être une PME, un groupe, un ETI, un syndicat professionnel, un centre technique, par exemple. Il faut que ce porteur ait une capacité financière suffisante qui lui permettra de représenter finalement l'ensemble de ses partenaires. Le projet doit s'inscrire dans un des 13 secteurs clés des schémas régionaux de développement. Là, en l'occurrence, sur vos domaines, il y a un secteur clé qui s'appelle numérique et électronique, donc dans lequel les projets peuvent bien entrer. On a aussi une filière d'excellence qui s'appelle microélectronique et IA, qui pourrait aussi vous intéresser. Donc ces projets doivent avoir un caractère innovant, un caractère structurant, comme je le disais, dans une vraie logique partenariale. C'est parfois ce qui pêche dans les candidatures qu'on peut recevoir. L'idée, c'est qu'il y ait un impact important aussi sur, comme je le disais, sur les PME et ETI du secteur, qui ait des perspectives d'emploi, qui est un modèle économique solide, même au-delà des 3 ans du projet. Donc la durée du projet, comme c'est indiqué sur la slide, c'est donc 3 ans maximum, pour un budget compris entre 500 000 € et 4 millions. On demande un autofinancement minimum, donc des ressources propres de 30%, et l'aide, l'idée c'est de financer 50% maximum de la dépense éligible. Donc ça fait une aide comprise entre 250 000 € et 2 millions, qui prend la forme de subventions à 75% et d'avances récupérables à 25%, et qui est versée en plusieurs tranches, généralement 3 ou 4 tranches. Donc, par exemple, alors là aussi, hein, comme sur le volet innovation que vous a présenté Camille, il peut y avoir une labellisation par un pôle ou un cluster, et d'expérience, on sait que ça marche plutôt bien quand il y a cette labellisation.
Et donc, pour vous donner un exemple des exemples d'actions qui peuvent être mises en place, généralement sur ce guichet-là, on parle de création d'unités industrielles partagées, on parle d'outils collaboratifs, d'offres de services qui peuvent bénéficier à l'ensemble d'une filière ou de plateformes technologiques mutualisées, par exemple. Et donc, il s'agit essentiellement de financer des dépenses d'investissement majoritairement et pas d'investissement de remplacement. C'est important de l'avoir en tête. Et sur ce guichet-là, il est possible aussi de mobiliser une option recherche et développement. Dans le cas où le porteur a un projet de recherche lié au projet filière, il y a aussi la possibilité de prendre en charge ce type de dépenses. Donc sur la slide suivante, l'idée c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on avait financé jusque-là, sachant que là ça prend la forme d'un bilan sur ce qui s'est passé à la génération précédente de ce guichet qui s'appelait le PIA 3 filières, parce qu'on a encore assez peu de recul sur le France 2030 filières aujourd'hui, mais j'en parlerai tout à l'heure. Sur le PIA 3 filières, on a financé 12 projets sur 30 qui ont été déposés. Donc 30 projets déposés, il y en a 20 qui ont été auditionnés et 12 finalement financés. Donc ça fait un taux de sélection au final de 40% pour un montant moyen d'aide par projet de l'ordre de 1,6 million sur le PIA 3 filières et un montant total qui approche les 20 millions. En termes de domaine d'activité, il n'y a pas eu de projet dans le domaine du numérique, enfin pas stricto sensu. C'était plutôt des projets sur l'agriculture, l'énergie, l'industrie du futur, la santé ou encore la mobilité. On voit que les projets étant relativement peu nombreux comparativement au guichet innovation, la répartition sur le territoire a été quand même très centrée sur le Rhône, mais j'aurais pu mettre sur cette carte la localisation des partenaires impliqués, parce que la particularité de ces projets, c'est qu'ils impliquent beaucoup de partenaires, et là, en l'occurrence, les partenaires sont localisés un petit peu partout sur le territoire de la région, toujours avec une forte représentation du Rhône, mais néanmoins des situations un peu plus partagées, réparties sur le territoire. Et donc j'ai mis un petit nuage de mots là pour vous indiquer un petit peu les mots clés qu'on voit revenir dans les dossiers filières. Généralement, on parle beaucoup de plateformes. On a financé aussi des démonstrateurs, des bancs d'essai, des lignes pilotes. Enfin voilà, c'était pour vous donner un petit peu une idée un peu générale de ce que recouvre ce guichet. Donc, si on regarde sur la slide suivante l'avancement du France 2030 filière, donc la génération actuelle, qui est ouverte depuis, le guichet est ouvert depuis 1 an et demi, on a 8 projets qui ont été déposés, un qui a été retenu, un qui est en instruction actuellement, 2 qui viennent de faire l'objet d'un dépôt et 4 qu'on a refusés. Pour différents motifs qui se rapprochent de ceux que Camille vous a exposés sur le guichet innovation. Il y a des motifs un peu ballots, comme disait Camille, sur le caractère, par exemple, incomplet d'un dossier qui fait qu'il n'est pas éligible. On a assez régulièrement des dossiers qui sont en fait des projets individuels au lieu d'être des projets filières au sens de cet appel à projet. C'est-à-dire qu'il manque la logique structurante pour la filière. On peut avoir aussi parfois des dossiers qui ont des montants inférieurs au seuil, donc là encore c'est de l'inéligibilité de fait, donc c'est comme disait Camille, c'est finalement vous embêter pour monter un dossier qui dès le départ est inéligible en raison des seuils. Ce qui a pu aussi pêcher parfois, c'est la situation financière insuffisamment solide de la part du porteur, ou encore le manque de maturité. Aujourd'hui, sur ce guichet-là, on a 20 millions, un peu plus de 20 millions disponibles. Donc c'est un guichet qui est quand même très ouvert, qui est pas facile enfin, les projets sont pas faciles à monter, parce que c'est des dossiers, des projets un petit peu complexes. Donc je vous invite là aussi à bien consulter le cahier des charges avant de proposer un projet. Et puis, en termes de délai, il faut compter à peu près 6 mois entre le moment du dépôt du projet et puis le moment de l'attribution des fonds, sachant que, comme sur filière comme sur innovation, on a les différentes étapes d'analyse d'éligibilité, d'audition et donc de sélection.
Donc, on a voilà, un calendrier d'à peu près 6 mois. Et donc, sur la slide d'après, j'ai mis quelques exemples de projets soutenus. Alors, ça va peut-être pas beaucoup vous parler parce que c'est pas vraiment dans vos domaines, mais en gros, entre la génération passée et la génération actuelle, 4 exemples de projets dans le domaine de la santé qui consistaient à créer une filière préclinique microbiote et maladies infectieuses, portée par une CRO. Donc ça, c'est des sociétés spécialisées, un petit peu spécifiques à l'industrie pharmaceutique, donc je ne m'étalerai pas, mais voilà, c'est vraiment une structure dédiée finalement pour le projet. Le projet Prédiv, qui était dans le domaine agricole, qui consistait à construire une plateforme de culture verticale. Là, c'était un peu dans l'idée de contrecarrer la dépendance à l'Asie, notamment pour la sélection culturelle en matière de végétaux, notamment pour pouvoir avoir les bonnes façons de produire les principes actifs. Et donc là, c'est les utilisateurs finaux finalement qui se sont regroupés au sein d'une société dédiée dans laquelle chacun intervient finalement en tant qu'actionnaire pour porter ce projet collectif. Ensuite, j'avais proposé un projet dans le domaine de la mobilité porté par GreenMod. GreenMod, c'est une SAS de 70 salariés qui existait depuis une dizaine d'années quand le projet a été proposé et qui proposait donc une industrialisation du rétrofit de bus à motorisation diesel pour les transformer en motorisation électrique. Et enfin, un projet dans le domaine du BTP qui consiste à mettre en place une plateforme d'équipement pour les acteurs du bois construction, une sorte de banc d'essai dans le domaine de la menuiserie, portée par une PME de 16 salariés qui s'appelle Seribois. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit panel d'exemples de projets qui ont pu être financés sur ce guichet. Mais je crois que je n'ai pas d'autres slides. Donc voilà, pour plus d'informations sur l'ensemble de ces guichets, on vous invite à consulter les cahiers des charges sur le site france2030.auvergne-rhône-alpes.fr. Vous y retrouverez notamment les 2 cahiers des charges qu'on vient de vous présenter sur transformation des PME et amélioration des filières. Et vous aurez également accès à une démo régionalisée si ça vous intéresse. Ensuite, il y a un autre site pour la formation professionnelle qui vous permettra aussi de consulter ce cahier des charges. Et toujours notre contact à BPI, france2030.auvergne-rhône-alpes@bpifrance.fr. Merci. Je vais prendre la main pour vous parler de la labellisation que l'on peut associer à ces différents appels à projets. Donc, juste pour me représenter, donc je suis Tony Mindron, donc je suis en charge des micro-nanotechnologies chez Minalogic, donc le pôle de compétitivité d'Auvergne-Rhône-Alpes dédié au numérique. Et je m'occupe aussi des technologies quantiques. Donc, je vais vous parler de cet accompagnement que nous pouvons faire. Alors, pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez que l'accompagnement sur ces projets est effectué par l'équipe innovation donc de Minalogic. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à me contacter après le webinaire et on pourra discuter des services de Minalogic, mais il n'est pas le sujet de développer tout aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, je vais parler essentiellement de l'équipe innovation qui vous accompagne sur ces appels proposés aujourd'hui. Donc, l'équipe innovation, chez nous, donc, elle est composée de plusieurs directeurs techniques. Je me suis déjà présenté. J'ai aussi mes collègues donc, qui interviennent sur les thématiques que sont l'IA, le logiciel, l'industrie du futur, les industries culturelles créatives, le New Space, la photonique et la cybersécurité. Voilà. Et donc, dans tous ces domaines, et par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc nous, basiquement, l'accompagnement de notre pôle, c'est, vous êtes une entreprise, alors, si je reviens à la slide, en fait, on a plusieurs thèmes qui sont identifiés, informer, accompagner, soutenir, suivre. Mais pour faire simple, l'accompagnement, c'est, vous êtes une entreprise qui avait une idée d'innovation. Vous cherchez un partenaire pour venir sur les guichets qu'on vous a présentés aujourd'hui.
nous, ce qu'on peut faire, c'est vous sourcer ces partenaires-là par rapport à un cahier des charges que vous allez nous donner. Dans un deuxième cas, vous êtes déjà un consortium qui a déjà finalement une idée d'innovation et qui voudrait postuler en fait sur ces guichets-là. Et là, on peut vous accompagner en fait dans tout le processus de déroulement en fait de projet. Donc, typiquement, on va vous comment dire, on va pouvoir par exemple lors de la phase de dépôt de la première proposition qui est la proposition technique, on va pouvoir vous aiguiller, vous relire, vous expertiser en gros en fait cette proposition. Et si votre dossier rentre dans une seconde phase, on pourra ensuite vous faire passer les auditions. Ok. Donc il y a plusieurs phases dans cet accompagnement. Voilà. Alors je passe à la suivante. Excusez-moi. Donc l'accompagnement qu'on propose, il est comment dirais-je, on demande évidemment des fees project pour toutes ces actions qu'on peut faire. Donc, selon que vous soyez adhérent ou non adhérent, voilà, on a des montants des fees qui sont ici. Donc, toutes ces fees incluent en fait les différentes phases que j'ai nommées tout à l'heure, qui sont l'identification des guichets. Là, ici, on parle des 2 guichets en particulier, mais il y en a d'autres, sachant que cet accompagnement dont je parle ici peut être fait aussi, bien entendu, au niveau national et pas qu'au niveau régional. Donc, ces frais impliquent aussi, comprennent la partie information, l'accompagnement, le soutien, et ce que l'on fait, ce que les gens savent moins, les consortiums savent moins, c'est qu'on participe aussi souvent aux revues de projet. Quand le projet a été financé, par exemple pour 3 ans, nous, en fait, on participe en général aux revues annuelles avec la région, une fois par an, et la plupart du temps à la revue de clôture. Voilà. Alors, excusez-moi, je reprends les notes pour être sûr de rien oublier. Donc, pour être bien sûr comment dire, de ce que le label vous apporte, un consortium, nous, ce qu'on garantit quand vous venez nous voir, donc au moment en phase d'avant-projet, on va dire, avant d'écrire votre proposition technique, nous, on va pouvoir évidemment vous représenter, discuter avec vous à travers des conf calls. On peut même aller vous voir en local si le consortium se trouve à proximité. Ça permet de nous déplacer, de discuter, parfois d'organiser des visites de l'entreprise. Voilà, on peut adapter le service. Et l'idée, c'est qu'on va surtout garantir que le cahier des charges propre à chacun de ces guichets est respecté. Parce que par expérience, c'est ce qu'on voit en fait dans les nombreux dossiers qu'on reçoit. Typiquement, quand on reçoit la proposition technique de 20 pages, on se rend souvent compte qu'il y a, alors d'une part, une non-adéquation par rapport au cahier des charges de l'appel à projet. Donc, les prédécesseurs en ont parlé tout à l'heure, avec chaque spécificité de chaque appel à projet. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que la forme et puis le fond et l'histoire qui est racontée en fait dans la proposition technique sont, on va dire, allez, peut-être pas une fois sur 2, mais pas très loin, où il y a vraiment besoin de retravailler l'ensemble. Parce que l'incitativité de l'aide, le modèle économique, comment l'aide va pouvoir être un effet de levier en fait sur ce que l'entreprise va vouloir va développer comme chiffre d'affaires ou créer comme emploi pendant et suite au projet, c'est pas souvent bien mis en avant. Alors il y a des consortiums et des porteurs de projets qui savent très bien faire. Il y en a d'autres qui sont plutôt novices ou qu'on revoit de temps en temps, mais voilà, qui ont besoin d'être accompagnés parce que le projet a vraiment besoin d'être relu, expertisé et révisé. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces actions en fait que l'on demande ces fees. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces fees ne sont redevables évidemment que si le projet est financé, c'est-à-dire qu'en tant que pôle de compétitivité, dans tous vos appels à projets, enfin dans toutes vos sollicitations en fait préalables à l'acceptation ou pas du projet par les financeurs, en fait tout ça est fait en fait entre guillemets bénévolement par l'équipe innovation, et on ne se rémunère entre guillemets que si le projet est financé. Voilà. Alors, j'ai parlé de la proposition écrite, mais pour tout ce qui est phase 2 et audition devant les financeurs,
on vous fait passer aussi des auditions blanches, donc au format, on va dire, final demandé par les financeurs, qui sont qui sont 20 minutes, plus questions. Et là encore, je pense que par expérience, il y a besoin de faire des répétitions parce que les pitchs que l'on voit arriver de temps en temps avec le nombre de slides associés, typiquement, on va avoir arrivé un porteur de projet qui va se présenter à notre audition blanche en préparation de l'audition officielle avec 50 slides pour 20 minutes. Des slides pas forcément structurés, l'histoire est pas forcément compréhensible et on va retrouver en fait les mêmes travers, si vous voulez, que dans la proposition technique écrite qu'on avait reçue au préalable. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de venir voir ici Minalogic pour vous faire accompagner et pour vous faire, entre guillemets, réviser votre copie avant de pouvoir la soumettre aux financeurs. Donc, c'est tout ça qu'on propose, en fait, dans cet accompagnement. Voilà, ici, j'ai mis le détail voilà, mais bon, c'est un peu du blabla. Donc, voilà, pourquoi le label? Ben, voilà, donc je pense que mes prédécesseurs, aujourd'hui, ont déjà mentionné un peu ces aspects-là. Effectivement, ça apporte un aspect différenciant par rapport à des dossiers qui ne sont pas labellisés par ailleurs, donc sur une relève donnée. Alors, dans certains appels à projets, vous pouvez avoir un bonus financier lorsque le projet est labellisé par ici Minalogic. C'est pas toujours le cas. Donc, ça améliore la crédibilité du projet par rapport à ce que j'ai expliqué. Et au final, ça vous permet d'augmenter les chances de financement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous connaissez pas Minalogic, si vous ne connaissez pas Minalogic, je vous incite aussi à me contacter. On pourra discuter de l'ensemble des services du pôle, au-delà de ce que propose notre équipe innovation sur ces accompagnements d'appel à projet. Donc, je vous encourage à nous contacter après ce webinaire. J'en ai fini pour cette partie-là. Ce que je peux proposer, c'est de reprendre les questions dans l'ordre. Je ne sais pas si on y a déjà répondu ou pas. Alors, j'ouvre le chat. Alors, pourrons-nous disposer des slides en fin de présentation? Oui. Voilà. A-t-on une idée du taux de réussite des projets qui ont été soutenus? Je crois que Camille, Mélanie ont déjà répondu, mais je peux les laisser recommander, peut-être. Sur innovation, on était au début sur les 3-4 premiers relevés à 50%. Là, on est en train de tendre vers 40% parce qu'on a trop de dépôts par rapport au budget qu'on peut attribuer à chaque relevé. Donc, ça, c'est le taux actuel. Oui, sur filière, c'est un peu équivalent. Hein. On est sur un taux à 40%. Ok, j'espère que ça a répondu à la question. Merci. Je tiens quand même à souligner que ça rejoint le fait qu'on n'est effectivement pas sur un guichet, hein, on est bien sur une logique de concours. Oui, on fait un classement des projets, ouais. Oui, c'est vrai que nous, on dit souvent guichet, mais effectivement, on galvaude un peu le terme. Alors, j'ai une autre question. Où se situe la labellisation dans le tableau? Alors, je ne sais pas ce que cette question veut dire en particulier. La labellisation, c'est dans le tableau que j'ai présenté. Alors, la labellisation, oui, alors voilà. Oui, si je comprends. Okay, excusez-moi, je suis passé vite sur la route ici que j'ai présenté. La labellisation, elle se situe après connaissance du dossier écrit ici. Voilà. Après avoir discuté avec le porteur et expertisé le dossier écrit. Alors, il y a une différence aussi peut-être par rapport à ceux qui connaissent les guichets nationaux, ou dans les guichets nationaux, typiquement les IDEMO nationaux, ou autres appels thématiques de France 2030, le processus est inversé. C'est-à-dire que par rapport à la région, on soumet d'abord un set de slides sur le portail BPI, auquel cas le dossier est expertisé. On passe une audition devant BPI, les financeurs, et avec des experts, une pool d'experts.
Et si le projet rentre en phase 2, c'est à ce moment-là qu'il faut faire une proposition écrite complète. Donc c'est le contraire, voilà. Mais nous, dans tous les cas, la labellisation, elle se fait au moment de la comment dire, du dépôt premier, en fait, que ce soit écrit au niveau région, enfin proposition complète écrite, ou un set de slides au niveau national. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Donc les projets financés sont-ils industrialisés? Ils aboutissent. Alors je vais peut-être laisser mes collègues de la région ou de l'État commenter. Alors, il y a d'autres dispositifs pour vraiment financer l'industrialisation en tant que, enfin, au sens strict, c'est-à-dire de l'investissement dans de l'outil de production. Là, on est vraiment sur des étapes où il y a des verrous d'innovation à lever. On peut financer les étapes de pré-industrialisation sur de l'avance remboursable, là par exemple, sur transformation des PME, pas en subvention, mais en avance récupérable, pardon, remboursable. Néanmoins, on ne finance pas de l'investissement purement productif. Il y a d'autres guichets, d'autres programmes, d'autres appels à projets pour financer vraiment l'investissement productif. On reste sur de l'innovation. Merci. Alors, il y a une autre question qui est apparue par rapport à ce que je disais avant, je pense. En d'autres termes, la labellisation implique-t-elle les coûts de la colonne soutenir? Oui, en fait, nous, la labellisation, j'ai peut-être oublié de le dire, désolé, on demande une lettre d'engagement au moment où on prend contact avec alors toujours dans la phase où on reçoit la proposition écrite, dans le cas de cet appel régional, et on demande une lettre d'engagement que l'on fait signer par le porteur du projet. Voilà, qui implique justement qui conditionne en fait le paiement de ces fees project si le projet est financé. Et je répète encore une fois, si le projet n'est pas financé, ces fees ne sont pas dues. Donc toute la phase d'accompagnement, voilà, n'est pas voilà. Et pour nous, dans les dépenses éligibles, on parlait de sous-traitance, de prestations de services, etc. Cette labellisation, cette prestation ne peut pas être prise en compte en termes de dépenses par la région et l'État parce que les pôles sont soutenus pour ce travail déjà par des financements de fonctionnement par l'État et la région. Donc c'est des dépenses qui, pour nous, sont exclues des assiettes. Voilà. Alors, sachant que, encore une fois, pour ceux qui nous connaissent moins, les pôles, ce sont des associatifs. Ok, donc effectivement, les FIS Project, c'est aussi un moyen de financer notre budget annuel. Voilà. Il y a une autre question. Nous avons un projet de labellisation de données IA pour l'ensemble d'une filière industrielle. Serait-ce un sujet éligible considéré comme un projet d'investissement? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Dit comme ça, on n'a pas assez d'informations pour répondre. Ouais. On n'est pas spécialiste de la question, donc un projet de labellisation de données IA, je ne sais pas ce que ça recouvre exactement. Donc il faudrait qu'on ait plus d'informations pour se prononcer. Alors, je propose à la personne qui a posé la question de me contacter. Voilà. Je pense que mon mail est sûrement quelque part. Je peux le remettre dans le chat si vous voulez, de toute façon. Après, il n'y a pas de thématique, nous, exclue. Pour la région, il faut être dans le schéma régional de développement économique. Pour l'État, Elodie pourra compléter, mais il y a des priorités comme la décarbonation, je crois, ou d'autres choses, mais il n'y a pas de thématique ou de filière qui sont de fait exclues des projets. C'est générique en fait. Tout à fait. Et puis oui, si vous avez des questions, oui, vas-y Isabelle. 2030.environneronal@bpifrance.fr et typiquement c'est à cet email-là qu'il faut écrire pour poser ce genre de questions. J'aimerais dire quelque chose tout de suite parce que c'est des questions qu'on a souvent sur cette boîte mail. On ne saura pas dire à votre place si votre projet correspond au cahier des charges. Ça, c'est pas possible. Il faut poser des questions plus précises que ça,
puisque le rôle que nous avons en tant qu'opérateur n'est pas de faire une orientation des projets, une analyse et une orientation des projets au préalable pour dire c'est OK ou c'est pas OK, puisque de toute façon on ne peut pas le dire. Ça sera OK au vu du dépôt déposé ou pas selon l'analyse des financeurs. En revanche, cette adresse mail est très fréquentée pour des questions précises et je vous invite à vraiment ne pas hésiter à envoyer un mail parce qu'on est là et on est assez réactif. Même. Il y a une chose, c'est que BPI France ne fait pas que gérer l'argent de la région et de l'État. C'est un partenaire à part entière qui nous fait une instruction, qui nous fait une analyse et qui apporte une expertise sur les dossiers pour nous aider, nous, à proposer nos décisions à nos hiérarchies respectives. Donc, c'est pas, voilà, ils font pas juste éditer des contrats et débloquer des fonds. Il y a toute une ingénierie sur ce programme qui est fait par BPI France, dont la réponse aux questions, et ça nous permet d'avoir une boîte centralisée. Et nous, après, on peut aussi répondre aux questions. J'en profite pour répondre sur où peut-on trouver les cahiers des charges. Je vais vous mettre le site internet où vous pouvez sélectionner le volet considéré. Et sur ce site internet, sur chacun des volets, il y a consulter l'appel à projet. Et ça, quand vous cliquez, vous téléchargez le cahier des charges. Et ensuite, il y a déposer votre candidature. Et là, ou télécharger les documents de candidature. Et là, c'est vraiment à faire. Il y a à la fois l'utilisation de ces documents qui sont dans télécharger le dossier de candidature est obligatoire. Par ailleurs, quand on dépose sur la plateforme, notamment sur un onglet qui s'appelle KYC et qui est relatif aux diligences européennes en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et de la corruption, il y a des templates à télécharger sur la plateforme directement, télécharger, remplir, remettre. C'est important. À cet effet, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut utiliser le template de table de capitalisation qui est sur la plateforme et que quand on remplit ce template avec une personne morale à 25% ou plus de l'actionnariat, il apparaît une petite mention disant que la table de capitalisation de cette entité est également requise. À chaque dépôt, on a cette correction. Les gens ne voient pas la petite mention. Ou n'utilise d'ailleurs pas la table de capitalisation sur le template. C'est un problème. Voilà, j'attire l'attention sur le fait qu'à chaque projet, quasiment, il y a cette correction, à chaque dépôt. Et par ailleurs, il y a l'onglet documents du projet où vous utiliserez les documents que vous aurez téléchargés sur le site que je mets tout de suite ici. J'ai mis la slide là, c'est france2030.auvergne-rhône-alpes.fr, vous avez tout là-dessus. Et également, tant que j'y suis, je me permets d'attirer l'attention sur le délai de dépôt, puisque les dépôts au dernier moment sont problématiques dans la mesure où il y a quasiment toujours des corrections et que si ces corrections ne sont pas faites dans le délai de la relève, le dossier sera reporté à la relève ultérieure. Donc, peu importe, même si c'est samedi, dimanche, on est dessus, hein, même si le dépôt c'est le dimanche, on sera dessus le dimanche, mais c'est problématique parce que vous travaillez pas le samedi et pas le dimanche. Alors que donc, nous, on travaille tout le temps. Uniquement pour les relèves. Et on téléphone pour avertir, mais des fois on n'a personne et le dépôt n'est pas validé. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, s'il vous plaît. Je précise, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ma slide de présentation initiale, effectivement, par rapport au contact pôle pour justement commencer le processus d'accompagnement. En général, on essaye de demander un mois avant, de manière à avoir le temps parce que bon, quand il y a plusieurs projets, et puis aussi accessoirement plein d'autres tâches à côté dans l'équipe innovation, on a besoin effectivement de planifier la relecture d'un document de 20 pages, etc., etc. Ça se lit pas non plus en 10 minutes. Le temps de faire un retour au consortium, le temps de convoquer un Teams pour le consortium pour leur expliquer toutes les annotations qu'on aurait faites dans le document, ce qui va pas, etc. Donc il y a quand même
En général, on demande à peu près 3 semaines, 1 mois avant la date de relève. Voilà, de manière à faire quand même un travail qui soit conséquent et qui apporte que du bénéfice au dossier du candidat, enfin, du consortium. Voilà. Alors, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, il reste 3 minutes sur l'heure prévue. Il y avait une question, Tony, sur le caractère structurant des filières. Qu'est-ce qu'on appelle structurant? Alors, c'est vrai que le terme n'est peut-être pas, Ah oui, j'ai loupé celle-là, oui. pas très facile à appréhender, mais peut-être que, je peux répondre par l'exemple, hein, c'est-à-dire que pour nous, vas-y. Pour nous, deux entreprises, par exemple, qui se regroupent pour acheter un équipement commun, ça constitue pas une filière. Ça ne structure pas une filière. De la même façon qu'une entreprise amont et une entreprise aval qui font un projet ensemble, alors certes, elles créent un lien entre elles qui peut constituer une espèce de filière, mais c'est pas la logique de structuration qu'on attend. Par contre, un équipement qui va être mis à disposition de 20, 30, 50 entreprises pour permettre aux entreprises de développer leur innovation, ça c'est structurant. Je ne sais pas si ça aide un petit peu à voir ce qu'on attend et ce qu'on entend par structuration de la filière, mais c'est vrai que le terme peut peut-être un petit peu prêter à confusion. Encore une fois, je vous invite à nous contacter. Pour nous, on a un peu d'expérience là maintenant, donc on peut en discuter avec vous. Voilà. Je pense que ça va être l'heure. Il nous reste 2 minutes sur l'heure prévue. Donc, je vais d'abord remercier tous nos collègues BPI, Région, État d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, évidemment, tous les participants aujourd'hui. Et j'espère que cela vous aura motivé à soumettre des bons dossiers sur ces appels à projets. Et donc, on attend maintenant vos retours. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.